conditions climatiques terrifiantes de la journée. Je suis vraiment désolée que nous ne soyons pas plus nombreux pour écouter André Helbaud. Il est professeur de sémiologie du spectacle à l'Université libre de Bruxelles, où il a fondé en 2004 la filière en art du spectacle vivant. Il a été coordinateur pour l'Union européenne du programme Erasmus Mundus en études du spectacle vivant également. Il est membre de l'Académie royale de Belgique, directeur de la revue de sémiologie Degré. Et parmi ces différents ouvrages, je vous en cite deux en lien avec le sujet de notre conférence, Interdiscipline et art du spectacle vivant en 2013 et le théâtre, texte ou spectacle vivant en 2009. Alors je lui cède immédiatement la parole pour nous parler du spectacle vivant au crible de la sémiotique. Voilà, je vais... Ça va ? Je vais mettre ça sur les oreilles, c'est ça ? Oui. Et l'allumer ici. Tout le monde m'entend ? 1, 2, 3. Voilà, parfait. Hein ? Ah, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ok. Merci. Voilà, merci à Anne Staquet de son invitation. Je suis très heureux. Elle me donne l'occasion en plus de revenir à l'Université de Mons, parce que ce qu'elle n'a pas dit, c'est que j'ai eu le plaisir, l'immense bonheur d'assumer à l'Université de Mons des cours de sémiologie pendant un certain nombre d'années. Donc je me retrouve un peu chez moi ici, bien que je sois plutôt un habitué de Maroquier que de Nimi, mais au moins je ne suis pas tout à fait perdu parmi vous. Alors on va parler à la fois de spectacle vivant et de sémiotique. On utilise le terme sémiotique, le terme sémiologie. Je pense qu'on vous a déjà parlé un petit peu de sémiotique ou de sémiologie dans le cadre d'autres conférences. Il s'est produit en sémiotique ce qui se produit en linguistique, ce qui se produit en sociologie, ce qui se produit en philosophie, ce qui se produit dans beaucoup de disciplines. C'est qu'il y a des écoles, il y a des courants, il y a autant de sémiotiques que de sémioticiens, de sémiologie que de sémiologues, même si nous avons beaucoup de points communs. Et donc, je pense qu'il n'est pas inutile, avant de commencer les choses sérieuses, ce sont d'ailleurs déjà des choses sérieuses, de définir ce dont on va parler. Donc il y a deux termes dans le titre. Il y a le terme spectacle vivant, qui n'est peut-être pas le plus simple à définir. Je vais commencer par ça. On parle beaucoup d'art du spectacle en général. Les arts du spectacle comprennent, je dirais en gros, tout ce qui tourne autour du théâtre, de l'opéra, du cirque, de la danse et du cinéma. Les arts de la représentation mettent plutôt l'accent sur la peinture, ainsi que le théâtre, l'opéra et les autres formes d'art du spectacle, mais la peinture en fait partie. Et les arts du spectacle vivant sont caractérisés par le fait que, quelque part, il y a dans l'ensemble des pratiques qui sont désignées par cette catégorie, théâtre, opéra, cirque, etc., un élément de présence dans le temps, un élément de présence du spectateur et de la scène. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Le terme spectacle vivant est un terme assez récent. On vous a parlé de l'Erasmus Mundus qui a été fondé en 2004. Dans les années 80, le terme spectacle vivant n'existait pas. C'est un terme qui a été inventé par des gens du ministère, des économistes, qui avaient des subventions à distribuer,
à la fois aux gens de théâtre, aux gens de la danse, aux praticiens d'opéra, et qui se sont trouvés confrontés à la nécessité d'intégrer l'ensemble de ces pratiques dans une seule catégorie. Et on a imaginé cette catégorie administrative qui était le spectacle vivant, à un moment où, dans les années 80, où cette manière de catégoriser les choses, cette modalisation était pratiquement contredite par toutes les recherches et toute la pédagogie des études théâtrales. En effet, les études en spectacle dans les années 80 étaient strictement compartimentées, hein, en Europe en tout cas, pas aux États-Unis. Il y avait des études théâtrales, des études d'opéra essentiellement musicologiques, des études en danse. Ces pratiques étaient séparées. Les études en art du spectacle étaient surtout centrées sur le théâtre et sur le texte théâtral. Hein, donc sur une forme de théâtre qui suppose un texte préalable, ce qui est, je dirais, tout à fait, qui n'est pas surprenant dans une grande partie de la tradition française, mais la situation a évolué et on s'est trouvé confronté à un certain moment à des formes d'écriture, de plateau, d'écriture scénique, qui ne supposaient pas un texte préalable. La relation avec les artistes, avec les professionnels, était pratiquement inexistante. Et lorsque on cherchait à ouvrir les études en art du spectacle, souvent, on les refermait par inadvertance. On créait de nouveaux concepts qui étaient des concepts faussement novateurs. Alors l'utilité de la notion de spectacle vivant, c'est donc d'avoir attiré l'attention sur un certain nombre de processus qui mettent en évidence la matérialité de la scène, hein, je dirais une approche matérialiste de la scène qui ne suppose pas qu'on s'intéresse forcément à tout ce qui précède un spectacle. Voilà pour le terme spectacle vivant. Alors il y a le terme sémiotique. Bon, maintenant, vous commencez à savoir un peu ce que recouvre la notion de sémiotique ou la notion de sémiologie, mais il faut bien dire que c'est une notion qui parfois effraie, mais qui est souvent ignorée. Hein. Je dirais, nous les sémiologues, il nous est arrivé à plusieurs reprises de faire rougir une vendeuse de librairie à qui on a demandé où se trouve le rayon des livres de sémiotique, et qui nous regarde avec l'air de dire est-ce que je dois vraiment l'orienter vers la littérature érotique, hein. Donc vraiment la sémiotique c'est un terme bizarre, on ne sait pas trop ce que ça recouvre, et en réalité c'est une discipline qui est une discipline beaucoup plus qu'une science, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par une manière d'aborder les choses, par une méthodologie, par un regard sur les choses. Je vous ai fait un petit tableau là pour vous montrer les grandes figures de proue de cette discipline. Le tableau doit se lire verticalement. Il y a deux grands fondateurs. Il y a le fondateur de la sémiologie qui est un linguiste, Ferdinand de Saussure, et il y a le fondateur de la sémiotique. On utilise les deux termes. Bon, ils ne disent pas tout à fait, ils ne recouvrent pas exactement la même acception, mais je vais les utiliser indifféremment, et qui est un Américain, qui est Charles Sanders Peirce. Peirce, qui est aussi un philosophe, qui est aussi un mathématicien, un logicien. Donc, vous voyez, ces deux personnages, Saussure et Peirce, ont travaillé chacun dans leur coin, sans savoir qu'ils étaient préoccupés par les mêmes problématiques et qu'ils étaient sur le même champ. Bon, c'est l'époque de Marx, de Durkheim, de Freud, pour les situer un petit peu dans leur contexte historique.
Et de manière très, très étonnante, ils ont eu un destin très particulier. Saussure n'a pratiquement pas été publié de son vivant. Ses écrits, ce sont des notes que ses étudiants avaient prises et qui ont été publiées de manière posthume. Et Peirce n'a pratiquement pas été publié de son vivant. C'est quelqu'un qui a accumulé tout au long de son existence une série de notes. Et on est encore aujourd'hui en train de travailler sur certains manuscrits en microfilm aux États-Unis, à Indiana. On s'est rendu compte qu'il a laissé une œuvre gigantesque. C'est un philosophe représentant du pragmatisme américain, un philosophe d'une carrure exceptionnelle. Alors, dans l'héritage de Saussure et de Peirce, il y a une série de personnalités, Hjelmslev, Barthes, Roland Barthes, Greimas et aujourd'hui Jacques Fontagny, qui est le seul sémioticien encore vivant là, dans cet axe-là, et qui est l'héritier de cette tradition plutôt linguistique. Saussure avait défini la sémiologie comme l'étude des signes dans la vie sociale, et il pensait, quand il parlait de signes, essentiellement aux signes linguistiques, donc à la communication. Peirce, au contraire, est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à la réception. Donc pour lui, l'unité de la sémiotique, c'est le signe aussi, mais c'est le signe comme on l'interprète. C'est le signe, donc ce qu'il nous dit, c'est que la réalité n'existe pas. Ce qui existe, c'est le regard qu'on a sur cette réalité, en fonction des codes qu'on va avoir. Donc, un GSM peut être un appareil qui vous sert à téléphoner, peut être un appareil qui vous sert à photographier, ou peut être, selon votre code et votre formation, un instrument extrêmement dangereux qui peut provoquer le cancer du cerveau. Le GSM n'existe pas. Ce qui existe, c'est la traduction qu'on va faire du GSM en fonction de sa culture. Donc c'est en gros ce que l'optique de Peirce, hein, c'est de se dire que tout est signe, que tout est interprétable. Une porte ouverte ou une porte fermée peut nous parler. Si je suis dans une université américaine et que la porte du bureau du professeur est fermée, ça ne veut rien dire. Elle peut être ouverte ou fermée. Si je suis en Allemagne et que la porte est fermée, ça veut dire que ce jour-là, le professeur ne me reçoit pas. Si elle est ouverte, ça veut dire qu'il me reçoit. Donc par contraste, dans une université allemande, l'ouverture ou la fermeture de la porte a une signification, elle n'en a pas aux États-Unis. Donc tout signe est interprétable, même s'il n'a pas été conçu intentionnellement pour produire une communication. Dans le sillage de Peirce, il y a Maurice, il y a Sebeok, et puis quelqu'un que vous connaissez, qui est Umberto Eco, qu'on connaît évidemment davantage comme écrivain, Le nom de la rose, le film de Jean-Jacques Hano aussi, mais qui au départ est vraiment avant tout un sémiologue, un sémioticien. Il a laissé une œuvre fondatrice très importante. Et puis il y a un troisième courant qu'on connaît un peu moins, qui est le courant slave, Jacobson, le folkloriste Bogatyrev et Yuri Lotman, qui a d'ailleurs été docteur honoris causa à notre université, et qui a travaillé beaucoup plus, donc, je dirais, sur la sémiotique de la culture. Le point commun, hein, si on peut parler de sémiologie ou de sémiotique, donc sémiologie, Saussure, sémiotique, Peirce, le point commun entre la sémiologie et la sémiotique, c'est d'abord de ne pas s'intéresser seulement à la langue, de s'intéresser à des ensembles beaucoup plus larges, de ne pas s'intéresser seulement aux mots ou à la phrase, mais de s'intéresser à tout, hein, aux images, aux passions, aux objets. La première sémiologie était une sémiologie médicale d'ailleurs. L'unité, c'est donc le signe. Chez Saussure, le signe est transparent, c'est un instrument de communication. C'est le modèle de la communication téléphonique. J'ai envie de vous dire quelque chose, j'utilise un canal, je parle français, vous comprenez le français, donc on utilise le même canal, vous pouvez répondre à ce canal. Ça, c'est le modèle linguistique.
Chez Peirce, au contraire, le signe est opaque. Parce qu'un signe, il va être interprété différemment selon la culture dans laquelle je me trouve. Si je fais ce geste-ci, donc le geste de la tête, pour nous, dans notre culture, c'est un signe d'approbation. Vous êtes d'accord? Mais dans toute l'ère méditerranéenne, ça veut dire non. Hein, c'est-à-dire qu'un geste n'est pas universel. Un geste, il est inscrit dans une culture donnée. Faites l'expérience de vous promener en Sicile un jour où il fait très chaud, vous êtes tout de blanc vêtu et vous allez visiter une église et vous vous rendez compte que les gens viennent vous serrer la main. Alors bon, votre ego est flatté, vous dites pourtant j'étais incognito. Ben non, pas du tout, vous êtes en blanc, donc vous êtes en deuil. Parce que le blanc est la couleur du deuil dans l'ère méditerranéenne, alors que chez nous c'est le noir. Etc., etc. Je veux dire, on peut continuer très longtemps comme ça. La langue des signes, la langue des sourds-muets, est une langue qui a importé les clivages culturels des langues naturelles. Donc un sourd-muet américain et un sourd-muet français ne se comprennent pas lorsqu'ils pratiquent la langue des signes. Les gestes sont inscrits dans leur culture. Donc, s'il fallait définir la sémiotique dans le champ, en élargissant un petit peu la perspective peircienne, on pourrait dire que la sémiotique, c'est la science des signes, mais dans une culture donnée. L'aspect culturel est un élément qui est un élément tout à fait fondamental. Il y a trois grandes méthodologies dans la sémiotique, il y a trois manières de faire de la sémiotique. Alors vous avez eu quelques premiers échos probablement dans les conférences précédentes. Si on voit la sémiotique dans son ensemble, je dirais qu'il y a trois grandes préoccupations. La première consiste à se demander de quoi un message est fait. Quelles sont les plus petites unités? Le découpage, la segmentation. Est-ce que je peux, comme je le fais quand je vous parle, découper mon discours en un certain nombre d'invariants, qui sont, alors, selon la perspective, les mots ou la phrase. Quelle est la plus petite unité? Quelle est la plus petite unité dans un spectacle? Quelle est la plus petite unité dans un tableau? Quelle est la plus petite unité dans un message audiovisuel? C'est une très ancienne préoccupation, c'est la première préoccupation de la sémiotique, c'est la préoccupation qu'on retrouve dans la vocation initiale de la sémiotique des anciens, celle d'Hippocrate, celle de l'Antiquité grecque. Vous vous réveillez un jour à 2 heures du matin, vous avez une violente douleur à la mâchoire, cette douleur irradie un petit peu. À 2 heures du matin, on ne réveille pas son dentiste. Et vous avez deux possibilités. Ou bien c'était vraiment une rage de dents, ou bien ce signe, qui est un signe particulier qu'on appelle un symptôme, renvoyait en fait à autre chose qui pourrait être un infarctus, parce que la douleur irradiante peut être aussi le symptôme d'un infarctus. Alors, si effectivement l'association entre la douleur dentaire et l'infarctus n'était pas présente dans la typologie, donc si on n'avait pas, dans le découpage qu'on a fait, associé de manière systématique ce symptôme à la signification qu'il entraîne, vous aurez permis de faire progresser la science parce qu'on aura élargi la typologie. Éventuellement, à votre corps défendant, c'est la différence entre la biologie et la linguistique. En linguistique, on fait une faute et la gomme permet de réparer les choses. En biologie, c'est un peu plus compliqué. Donc, la première sémiologie, elle essaye de construire des grilles, des taxonomies, des typologies, de voir quelles sont les unités élémentaires. Et c'est important aussi au théâtre.
Dans un théâtre de texte, il y a les scènes, il y a les actes, il y a des unités, mais face à un théâtre joué, les choses sont beaucoup plus compliquées. Quelle est l'unité d'un théâtre joué? Bon, le deuxième axe, c'est une fois qu'on a découpé les plus petites unités, c'est évidemment de se rendre compte que l'ensemble des unités nous dit plus que chaque unité identifiée séparément. C'est le vieil adage structuraliste, la structure en dit plus que l'unité. Et donc, la deuxième préoccupation, c'est de s'interroger sur la signification des signes. C'est quelque chose, c'est à la fois un élément auquel on s'intéresse en termes de réception, quand on est dans la position de celui qui doit interpréter les choses, mais aussi quand on est dans la position de celui qui doit produire des signes. En publicité, par exemple, c'est quelque chose qui est très fréquent, essayer de maîtriser la signification ou de contrôler la signification. Un exemple très, très connu, c'est Marlboro. Sur le paquet de Marlboro, c'est un exemple que j'essaie de raconter, évidemment, en l'absence de trop nombreux fumeurs. Donc sur le paquet de Marlboro, il y a la mention légale, fumais-tu, et puis il y a la devise de Marlboro, Veni, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Il est clair que le rapprochement de la mention légale et de la devise confère évidemment au signe une signification tout à fait particulière, qui n'est pas celle que chaque phrase a séparément. Et cette signification, elle est très simple. Si je fume, je vains la mort. Je suis ce héros, ce cow-boy Marlboro, qui est mort d'un cancer du poumon, soit dit en passant. Je suis ce héros. Je suis celui qui va vaincre la mort. Et Marlboro a construit d'ailleurs toutes ses campagnes publicitaires sur cette modalisation de la pulsion de mort. On sait aujourd'hui que la pulsion du fumeur est une pulsion suicidaire, donc quand vous lui dites « fumez-tu », vous renforcez sa pulsion. Ce que Marlboro a très bien compris, et Marlboro l'explicite en disant « Veni, Vidi, Vici ». La signification, elle provient vraiment de la rencontre de deux systèmes de signes, et la signification que cette rencontre produit est évidemment très différente de celle que produit la simple identification des invariants. Et puis troisième axe de la sémiotique, qui est peut-être celui sur lequel on travaille le plus pour le moment, qui est le problème du contrat de lecture, c'est-à-dire à qui je m'adresse. Comment est-ce que je vais inscrire l'autre dans mon discours, et comment le fait de m'adresser à l'autre va conférer à l'autre un certain statut. Il y a un exemple très, très connu aussi dans le monde des médias, qui est la rencontre dans un grand débat électoral entre Chirac et Mitterrand. Et Chirac, qui a bien préparé sa prestation, qui a eu ses conseillers autour de lui, il arrive et il commence le débat en disant là je suis votre Premier ministre, vous êtes président, mais face aux Français, nous sommes deux candidats à égalité. Et donc je vais me permettre de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et Mitterrand lui répond, vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Donc, le fait même de m'adresser à l'autre implique que je lui confère un certain statut. Je vais déjà inscrire dans mon discours un portrait de celui auquel je m'adresse. Au théâtre, c'est très fréquent aussi, on va y revenir. Je peux demander au spectateur de faire un certain travail,
Je peux m'adresser à un spectateur passif à qui je vais prendre la main. Et donc, voilà, il y a dans la communication ce qu'on appelle un contrat de lecture, c'est-à-dire une manière, dans la façon dont je m'adresse à l'autre, de construire une relation, de construire un statut. En publicité, évidemment, c'est une constante. Chaque publicité s'adresse à un public en particulier, en journalisme aussi. Le problème du lectorat, je vous invite à relire les rubriques les plus anodines d'un journal. Prenez l'horoscope. Comparez l'horoscope de France Dimanche, où vous allez retrouver toute une série de caractéristiques. Vous avez des problèmes de santé, mais ça peut s'arranger. Le chômage n'est pas une fatalité, etc. Et l'horoscope de Elle, oui, vous êtes un cadre dynamique et sans doute trop stressé. Oui, votre vie professionnelle est sans doute beaucoup trop riche pour vous laisser le temps de respirer. Autrement dit, il y a un lectorat qui s'inscrit, il y a le portrait d'un lectorat implicitement inscrit dans l'horoscope. Donc chaque journal, quelque part, construit implicitement un contrat de lecture. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de journaux rédigent eux-mêmes le courrier au lecteur ou le courrier des lecteurs. Il y a parfois des journalistes attitrés qui sont les pseudo-lecteurs qui renforcent l'image de la rédaction. Donc voilà, 3 grands axes: la segmentation, la signification, le contrat de lecture. Je vous donne très rapidement un exemple. C'est l'exemple pratiquement du degré zéro de la photographie. Vous avez là un ensemble de photographies qui sont des portraits officiels. Le portrait officiel de tous les présidents de la Ve République et aussi des présidents de la IVe République en France. Et un portrait officiel, par excellence, est un portrait qui doit se lire au premier degré. Donc je peux faire l'exercice de me demander quels sont les constituants, la segmentation, les plus petites unités. Je reprends chaque photo et je vois à l'intérieur des photos d'ailleurs un certain nombre de choses qui reviennent. La bibliothèque, les signes d'apparat sur le costume, le livre posé, la main posée sur le livre, le format, le regard aussi, un regard qui surplombe un peu son lecteur, son spectateur. Le chef a le regard lointain. Souvenez-vous des images Mitterrand, la force tranquille, le regard qui surplombe. Il y a des éléments de signification aussi. Quand je compare, quand je fais intervenir une dimension associative, bon, c'est vrai que la main sur le livre, par exemple, c'est une manière d'associer le savoir et le pouvoir. Le chef est forcément plus intelligent. Lorsque je confronte les différentes photos, donc je constate qu'elles véhiculent des systèmes de signification et aussi qu'elles s'adressent, qu'elles créent un contrat de lecture. En effet, il y a une espèce de rupture qui intervient, je dirais, en gros chez Giscard, qui a balancé, je dirais, toute la rhétorique gaullienne. Il n'y a plus la bibliothèque, il n'y a plus le livre, il n'y a plus la tenue d'apparat, il est assis, il n'est pas debout. Et puis après, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, qui est la photo Mitterrand. Si vous regardez cette photo Mitterrand, vous voyez que Mitterrand, pour la première fois, il tient le livre en main et ce livre est ouvert. Et il regarde l'objectif frontalement. Il ne regarde pas au-dessus du lecteur. Il est devant la bibliothèque comme ses prédécesseurs. Il a gardé tous les éléments de la rhétorique antérieure, mais il a créé un contrat de lecture. Il s'est conformé à un code photographique qui est le code de l'instantané. J'étais en train de lire un livre dans ma bibliothèque
il y a un photographe qui est passé, et comme par hasard, il a pris la photo dont j'ai fait une photo officielle. Donc on est dans l'instantané. Autrement dit, il réutilise tous les codes précédents, mais il les humanise, en nous racontant une histoire, qui est une histoire qui se passe dans le présent. Alors on peut faire la même analyse pour les autres. Je dirais c'est le tournant de la rupture en communication, et donc la conscience sémiotique intervient à peu près à partir de ce moment-là. Vous voyez par exemple comment Macron saisit son bureau, j'allais dire à bras-le-corps, on va se mettre au travail, il regarde frontalement et il utilise un effet de fuite de perspective à l'arrière qui met en évidence encore le mouvement. Alors que, par exemple, Mitterrand se fait saisir dans une position, Hollande se fait saisir dans une posture qui est une posture, j'allais dire presque instantanée, mais maladroite, un peu gauche, le président normal. Donc il y a chaque fois quelque chose qui est véhiculé dans l'image que vous voyez là, qui est un portrait officiel, c'est-à-dire quelque part une image qui sur le plan rhétorique devrait être pauvre, et on se rend compte qu'en réalité elle comprend les mêmes constituants, les mêmes composants. Elle crée des systèmes de signification qui sont différents, et surtout elle s'adresse aux citoyens de manière qui est très différente aussi. Donc quelles questions la sémiologie se pose-t-elle et nous pose-t-elle? D'abord, il y a une sémiologie de la production et une sémiologie de la réception. On se rend compte qu'il y a des signes qui sont produits, il y a des signes qui sont reçus, et le problème de la relation, de la coopération entre l'un et l'autre est certainement centrale. La deuxième question, c'est celle de l'origine du sens. Est-ce que tout est dans le message, ou est-ce que, à partir du moment où moi j'interviens, je peux apporter quelque chose? Et quel est le rôle de l'expérience du corps et de la cognition dans cette relation? Un exemple encore de la première question, donc la question de la production et de la réception. En 1972, la NASA a envoyé sur la navette Pioneer cette plaque en fait qui se trouvait sur la navette et qui était censée communiquer avec les extraterrestres. C'était une espèce de message. C'était la première fois qu'on allait avoir une navette qui allait sortir en fait de l'orbite terrestre. Et il fallait trouver un message qui était un message universel qui concerne l'ensemble des terriens. Donc un homme et une femme. L'homme a les cheveux crépus comme en Afrique, il a les yeux bridés comme en Asie, et il a le corps européen. La femme se tient à ses côtés. On trouve la formule de l'hydrogène qui est le carburant de la navette. On trouve une dernière représentation justement des dernières trouvailles de la physique quantique. On trouve une représentation du système solaire et une flèche qui indique le mouvement. Donc dans l'esprit des scientifiques américains de l'époque, ce message produit était universel. Si je regarde ce message aujourd'hui, en me plaçant du point de vue de la réception, je me dirais qu'il me donne surtout des indications sur la culture de celui qui l'a conçu en 1972 aux États-Unis. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, considère que pour dire bonjour, il faut lever la main. Ça veut dire que l'extraterrestre sera forcément européen ou américain, mais en tout cas pas asiatique. C'est quelqu'un qui considère que la femme est au second plan, parce que c'est l'homme qui dit bonjour et la femme, elle reste bien tranquillement sur le côté. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de représenter l'homme de manière sexuée,
mais qui représente la femme d'une manière qui est très peu sexuée, donc qui est assez puritain, comme peuvent l'être les Américains en 1972. C'est quelqu'un qui présuppose que la structure rétinienne de l'extraterrestre est la même que celle du terrien, c'est-à-dire qu'il faut une certaine structure de la rétine pour comprendre qui se trouve à gauche et à droite de l'image ne se superpose pas, qui a un effet de perspective. C'est quelqu'un qui imagine aussi que la symbolique de la flèche est compréhensible de manière universelle, etc. etc. C'est-à-dire que quand je regarde un message aujourd'hui, et que je le situe dans un autre contexte que celui de sa production, je me rends compte que ce que je reçois est tout à fait différent de ce qui a été produit. C'est la caractéristique du message télévisé. Umberto Eco disait la télévision, c'est un message aberrant. Le journaliste, il imagine toute une série de choses, et le téléspectateur, lui, il va voir une ou deux des 10 ou des 15 projets qui ont été imaginés par le journaliste. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est la question de l'origine du sens. Est-ce que tout est dans le message? Je vous donne un exemple qui est aussi un exemple canonique, mais il est vraiment amusant. C'est un exemple qui a été choisi par Roland Barthes dans Rhétorique de l'image pour définir la notion de signification. Et Barthes nous dit, voilà, c'est une publicité pour Panzani, mais ce que vous voyez dans cette publicité, ce n'est pas les pâtes. Ce qui fait vendre Panzani, c'est l'italianité. Or, les couleurs, c'est blanc, rouge, vert. Le choix des objets, c'est des objets blanc, rouge, vert. Le filet est un filet qui est éventré, un petit peu comme l'idée de la manne, qui fait penser à un filet à provision, comme si on avait été chercher des produits frais. Donc on est dans toute une série de significations qui sont des connotations, donc des significations qui se superposent aux significations premières, des significations qui se multiplient et qui se concentrent vers l'idée d'italianité. Et d'ailleurs, le commentaire dit pâte, sauce, parmesan à l'italienne de luxe. Donc, si je suis Roland Barthes, la sémiologie, elle signifie simplement qu'on soit un bon lecteur. J'ai fait tout est dans l'image. Il suffit de bien décrypter. Alors, Julia Kristeva, qui est une psychanalyste, elle dit tout le contraire. J'ai pris cet exemple justement pour vous illustrer cette autre position. On peut se dire aussi que, en fait, rien n'est dans le message. Tout est dans l'expérience de celui qui va le lire. Et Kristeva nous dit, par exemple, Roland Barthes, ce qui m'intéresse finalement, c'est de savoir pourquoi il a choisi cette image-là pour définir la connotation. Roland Barthes est quelqu'un qui n'a pas connu son père. Il racontait, on sait que c'est faux, mais il racontait que son père avait été tué à la guerre. Et qui n'avait notamment, ça c'est aussi impossible pour un psychanalyste, qui n'avait jamais eu de complexe d'Édipe. Alors Kristeva, qui est psychanalyste, nous dit, d'une part, regardez les mots qui ont été choisis, la première syllabe, pâte, parmesan, Panzani, papa, pan. Papa est mort à la guerre. Et regardez le filet tel qu'il se présente là, la courbe supérieure représente, ça c'est la psychanalyse, représente la courbe d'un sein. Donc c'est le portrait de sa maman. Et donc on se retrouve ici face à une toute autre manière de considérer l'exercice de lecture et de se dire qu'en fait c'est l'expérience du sujet qui devient déterminante et que en fait le message ici, il ne faut pas simplement bien le décrypter, il faut surtout essayer de le mettre en référence avec des éléments qui lui sont extérieurs. Et en l'occurrence, donc c'est la question de l'origine du sens.
Donc cette position, cette question est en fait une question, j'allais dire, presque philosophique. Chez Barthes, finalement, c'est la cohérence qui est l'élément essentiel, parce que ce qui va nous dire, c'est qu'un message doit être intelligible, mais pas forcément sensible, alors que dans la position plutôt représentée par Peirce ou par Eco, qui est une position plus culturaliste, mais la position de la psychanalyse aussi, l'intelligible et le sensible sont homologables. On peut considérer qu'il n'y a pas d'opposition entre l'intelligible et le sensible. Je vous donne un dernier exemple pour vous montrer à quel point la question culturelle peut aussi, qui est un élément extérieur, peut orienter l'interprétation. C'est le rhinocéros de Dürer. Au moment où Dürer a représenté le rhinocéros, il l'a représenté de cette manière-là, c'est-à-dire avec, là on le voit mal, une queue d'éléphant, des pattes palmées, une carapace de tortue, la corne de narval qui était la corne de la licorne. Et donc, on n'avait pas l'occasion, les jardins zoologiques n'existaient pas à l'époque, on n'avait pas l'occasion de voir des rhinocéros. Le rhinocéros était représenté, il était croqué de mémoire par le dessinateur. Et donc il y a un effet ici qui évidemment, sur un plan réaliste, est totalement faux, mais sur un plan pédagogique, est parfaitement pertinent. Parce que ce qui frappe tout zoologiste bien né lorsqu'il voit un rhinocéros, sa caractéristique distinctive, c'est sa peau parcheminée. Ce qu'un appareil photographique même très sophistiqué ne représentera pas de la même façon. Donc cet effet de marquetage du parchemin, le dessinateur l'a représenté de manière extrêmement maladroite, fausse si on confronte évidemment son dessin à la réalité, mais tout à fait exact si on considère qu'en fait il a rendu dans son dessin simplement l'effet de sa perception. Et donc l'intelligible et le sensible, effectivement, coïncident. Il y a, si vous voulez, 2 seuils ou 3 seuils dans le processus de sémiotisation, la sensation, la perception et la cognition. Donc de la perception, on va vers l'interprétation. Perception au niveau élémentaire de la sémiotique, interprétation au niveau supérieur de la sémiotique, et il y a toute une série d'étapes intermédiaires, comme vous avez pu le voir. En conclusion, la sémiotique générale, c'est d'abord un savoir d'interface. Je vous ai parlé un petit peu de linguistique, je vous ai parlé de sociologie, je vous ai parlé d'anthropologie. La sémiotique, elle est un peu au carrefour de ces disciplines. Elle est effectivement articulée autour de 3 grandes préoccupations: la segmentation, la signification et l'énonciation de la relation au lecteur. Une de ces grandes problématiques, c'est d'articuler production et réception. Comment celui qui produit va-t-il entrer en relation avec celui qui reçoit? Est-ce qu'on est bien sûr qu'il parle de la même chose, compte tenu de tous les éléments qui sont intégrés dans notre culture et dont nous n'avons pas forcément conscience. Il y a une position, il y a 2 écoles en sémiotique, une école immanentiste qui considère que tout est dans le message, et une école constructiviste, on retrouve ça dans d'autres disciplines aussi, et qui considère que c'est moi qui vais effectivement dialoguer avec le message, et que moi j'apporte un certain nombre de choses, de points de vue qui vont m'aider à construire la signification, ce qui évidemment entraîne des écoles différentes quant à l'origine du sens, idéalisme et pragmatique. J'en arrive à la sémiotique des arts du spectacle.
et des arts du spectacle vivant. Donc, j'ai été amené, et beaucoup de sémioticiens ont été amenés à s'intéresser au spectacle vivant parce que c'est peut-être le média le plus riche, le plus complexe, le plus totalisant qui existe. Il y a du texte, il y a de la voix, il y a du corps, il y a des corps, il y a du son, il y a des objets. Le théâtre, l'opéra, le cirque, mais le théâtre, pour faire vite, c'est un hypermédia, un art pique-assiette, un art qui se sert de toute une série d'autres pratiques, de peinture, de musique. C'est la forme certainement la plus complexe et la plus totalisante. Et donc, c'est sans doute un des systèmes de signes le plus riche que la communication puisse nous produire. Donc c'est un champ évidemment de prédilection pour la sémiotique. Il existe une sémiotique des arts du spectacle qui dialogue, c'est sa première caractéristique, avec d'autres disciplines, c'est une interdiscipline. Elle dialogue aussi avec d'autres savoirs experts, mais aussi avec les professionnels. Les professionnels ont des choses à nous dire. Et il y a c'est ce qu'on appelle les savoirs incorporés. Ils entrent eux-mêmes dans des processus de réflexion qui nous intéressent. Donc, quelque part, la sémiotique des arts du spectacle est en dialogue permanent avec la sémiotique générale. Elle s'en inspire. Elle questionne aussi la sémiotique générale, mais elle s'intéresse à toutes sortes d'autres savoirs experts. Et ces savoirs experts, je prétends qu'ils nous permettent d'affiner profondément le plaisir qu'on peut avoir à aller au spectacle. Je donne encore un cours de sémiologie du spectacle et mes étudiants sont souvent très facilement repérés par les directeurs de théâtre dans les salles de théâtre parce que je leur demande de faire des travaux. Et donc ce sont les seuls spectateurs qui, au lieu de regarder le spectacle, prennent des notes. Mais ce travail, qui est un travail préalable à faire, leur permet très souvent d'entrer en profondeur dans le projet du metteur en scène. Et quelque part, c'est une manière d'affiner son plaisir et de découvrir le spectacle d'une autre manière. Donc le plaisir du spectateur, la sémiotique, permet certainement non seulement de l'affiner, mais aussi de le modaliser ou de le nuancer. Vous savez, dans les rédactions, quand on reçoit en stage des jeunes journalistes et qu'on ne sait pas où les mettre, ou qu'il n'y a plus de place en politique internationale, on les met à la rubrique théâtre ou à la rubrique cinéma. Et ça c'est souvent, très longtemps, on l'a ressenti en lisant la presse, parce que finalement, on avait affaire à des articles qui étaient des articles d'humeur, ou des articles qui étaient essentiellement des articles de promotion. On fait connaître un cinéaste qui a une grande filmographie est forcément un grand cinéaste. Donc Luc Besson est un grand cinéaste parce qu'il a une grande filmographie. En réalité, la critériologie a manqué à ces années-là. Et depuis le développement des écoles de théâtre, le développement d'un certain nombre de disciplines, dont la sémiotique, cette critériologie est maintenant véritablement solide et on a une critique théâtrale qui est véritablement plus informée. Alors comment faire de la sémiotique du théâtre? Il faut d'abord partir des caractéristiques du théâtre. Le théâtre, il a un caractère unique, un caractère singulier, c'est qu'il est éphémère. C'est assez démoralisant, un metteur en scène, il peut travailler 6 mois, il construit un château de sable. Le réalisateur de film pourra toujours projeter son film
pendant des siècles, le théâtre est essentiellement éphémère. Il est complexe, hein, je vous le disais, c'est un hypermédia. Il a un caractère événementiel. Le spectacle vivant, et le terme le dit, s'intéresse essentiellement au spectacle à partir du moment où il est produit en scène. Où le texte, s'il y a un texte, est devenu voix. S'il n'y a pas de texte, on s'intéressera au corps, on s'intéressera au collectif de la scène. Il a un caractère événementiel et donc non reproductible. Ce qui fait que le chercheur aussi, en spectacle vivant, a une position tout à fait unique. Et cette position unique provient du fait que son principal outil de recherche, c'est lui-même. Contrairement à quelqu'un qui travaille sur le texte, ou à quelqu'un qui travaille sur des partitions musicales, ou à quelqu'un qui travaille sur du cinéma, la seule manière de faire de la recherche, c'est d'aller voir et revoir encore des spectacles. C'est-à-dire, ce qui pose un vrai problème, je vais y venir, mais vous savez que la science est universelle et reproductible, on doit pouvoir transmettre aux autres de manière contrôlée ce que l'on a envie de leur dire. Et par conséquent, il faut trouver des moyens de pallier cette fragilité du chercheur face au caractère éphémère et labile de l'objet. Ces moyens existent. J'aurai l'occasion de vous en parler. Ce qui caractérise aussi le spectacle, c'est la présence. Présence de l'acteur, présence du spectateur. Le film, au moment où il est projeté, il est terminé. Le réalisateur a fait son travail et l'émission et la production, la production et la réception sont dissociées. Le spectacle, au moment où il est représenté, il va être co-construit par le spectateur et par les instances de la scène. Il n'est pas terminé. Il va être dans un processus, dans une dynamique constante. Et donc, cette présence de l'observateur silencieux est indispensable. Sans spectateur, il n'y a pas de spectacle. Sans spectateur, il peut y avoir un film. Mais il n'y a pas de spectacle vivant sans spectateur. L'actant observateur, qui est un actant silencieux, est indispensable. Dans les Lumières de la ville de Chaplin, il y a un moment de danse apache. Et Charlot assiste pour la première fois de sa vie à une danse apache. Il ne sait pas ce que c'est. Et il voit la danseuse malmenée, giflée par le danseur. Et il intervient, évidemment, en écoutant de son bon cœur, il intervient au secours de la danseuse. Et il n'y a plus de danse apache. Il n'y a plus de spectacle. À partir du moment où l'actant observateur est devenu intervenant, il n'y a plus de spectacle. Donc, l'actant observateur, la présence du spectateur, mais aussi la présence de l'acteur en scène, sont des éléments absolument indispensables à la définition du spectacle vivant. Ce sont deux actants. Et puis, il y a le cadre aussi, qui est un élément vraiment important. À partir du moment où je sais que je suis au théâtre, où je sais que je suis à l'opéra, je ne vais pas réagir de la même façon que dans la rue. J'accepte que la dame qui est devant moi et qui reçoit un coup de couteau, au lieu de se mettre à saigner, se met à chanter. Parce que c'est une soprano et que je suis à l'opéra. C'est le cadre qui est un élément déterminant. C'est le je suis aussi, identitaire,
je suis au spectacle, qui fait que je vais accepter, apprécier des moments auxquels je réagirais autrement dans la vie quotidienne. Il y a de la fiction, il y a de la performance dans le spectacle vivant, mais on pourrait dire de manière très rapide qu'au cinéma, la fiction est dominante. Je suis le personnage, le héros que je vois à l'écran, c'est moi. Tandis qu'au théâtre, je suis dans un rapport qui est plutôt un rapport de dénégation. Je sais bien qu'il n'est pas moi. Je sais bien qu'est-ce qui se passe, ça n'est pas de la réalité. Je dois même être conscient qu'il ne s'agit pas de la réalité pour que ce soit du théâtre. Quand Chéreau avait monté Hamlet à Avignon, il avait introduit pour la première fois un cheval vivant. Il y a eu des problèmes terribles. Le cheval était passé à travers le plateau, il y avait les acteurs étaient morts de peur. Et surtout, le jour de la première, le cheval arrive en scène et les sabots font un bruit épouvantable. Ce qui provoque un effet de réalité qui gêne complètement le régime d'adhésion qu'on peut avoir au théâtre. Parce que le théâtre, c'est de la dénégation. D'ailleurs, il a immédiatement feutré les sabots du cheval les fois suivantes. Et voilà, on s'est conformé à un autre régime d'adhésion. Donc, le régime d'adhésion du spectateur, c'est je sais bien que ce n'est pas de la réalité, mais j'y crois quand même, comme si c'était de la réalité. Mais la première étape, c'est celle de la dénégation, du désaveu. C'est le je sais bien, mais quand même, qui est un mode d'adhésion tout à fait particulier. Et ce qui fait qu'on va co-construire le spectacle. Donc, comme la sémiotique générale, cet objet éphémère, labile, co-construit qu'est le spectacle vivant, va être peut être l'objet de deux approches. On peut avoir une approche idéaliste, on se dit il y avait un texte avant, il y a un metteur en scène, et puis il y a des acteurs, et il y a une transmission tout à fait idéaliste. Ou on peut avoir une approche matérialiste, c'est-à-dire que je vois les choses au moment de la rencontre. Je considère qu'il y a un public et une scène qui vont s'inventer ensemble au moment où le spectacle est représenté. Donc je ne me pose pas la question de savoir ce qui s'est passé avant. S'il y a un texte, il est devenu voix. Et c'est la voix qui m'intéresse. J'aurais une approche qui serait une approche, disons, plus événementielle. Bon, je voulais vous montrer un petit extrait, j'espère qu'on aura le temps, parce que je vois que ça passe quand même vite, qui est un extrait d'un spectacle de Fabrice Murgia, que vous connaissez peut-être, qui est une espèce de prodige de 34 ans, qui a toute la production que vous avez là à l'écran, et qui depuis 2 ans est directeur du Théâtre National de Belgique, qui est quand même, je dirais, l'équivalent du TNP à Paris. Donc c'est un poste vraiment crucial. Et il a proposé un spectacle qui s'intitule Black Clouds, qui est un spectacle sur la fracture numérique. Alors je vais vous montrer un tout petit extrait, ça va prendre 3 minutes. Je vous explique un petit peu de quoi il s'agit d'abord. Donc c'est un spectacle sur la fracture numérique qu'il voulait monter à la fois au Sénégal et à Bruxelles. Il va être joué, il n'est pas encore joué, il a été joué au National, à Naples, au Festival de Naples. Il va être joué au National au mois de mars. La séquence que vous allez voir est une séquence où il y a d'abord la présentation d'un personnage qui se veut transhumaniste. Il a envie, c'est un personnage qui veut transmettre toutes ses données biologiques à un ordinateur pour atteindre l'éternité. Et son idéal, c'est de mourir et de devenir en quelque sorte éternel à travers un robot qui prendrait la forme de E.T. De Spielberg.
Puis vous verrez le commentaire de cette petite séquence par un personnage qui l'accompagne et qui parle Wolof, qui est une Sénégalaise, qui représente une jeune femme qui travaille avec des enfants dans une décharge au Sénégal et qui récupère les ordinateurs obsolètes pour brûler leur cuivre et le revendre. Et puis vous verrez une rencontre entre deux personnages qui se sont rencontrés par Internet. Un personnage sénégalais qui est une espèce de hacker qui fait des propositions sentimentales par Internet contre monnaie sonnante et trébuchante et qui rencontre physiquement la personne qu'il a sollicitée sur Internet pour la première fois. Hein. Donc physiquement, bien tout honneur. Hein, je veux dire, c'est une rencontre dans l'espace et dans le temps. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Maintenant, voilà, on va juste retrouver le bon passage. Voilà, je vous le mets ici. Quête s'infecter. Et la 5e est parfaite. J'ai voulu en quelque sorte pirater mon propre corps. C'est comme une mise à jour. Personne ne l'avait jamais fait et rien n'empêchait que ce soit possible, alors je l'ai fait. Et ça n'a rien d'étrange, hein, rien de taré. C'est un prolongement de mon corps. C'est simplement pour mon projet que je l'ai fait, hein. Je pourrais l'utiliser pour filmer les gens à leur insu, mais moi je veux simplement laisser une œuvre. Et cette œuvre, ce sera ce film. Un film très humain, avec des conversations très humaines. Quand je me serai intégré dans E.T., je pourrais répondre aux questions simples, comme je l'aurais fait de mon vivant. Mais pour ce qui est de créer, enfin je veux dire de reproduire la capacité créative du cerveau, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi j'ai choisi de laisser cette œuvre. 20 ans de souvenirs, 10 ans de rush. Les moments les plus simples et les plus importants de ma vie. Au final, ce ne sont que des données, mais elles seront utiles pour comprendre comment j'ai vécu. L'époque dans laquelle j'ai vécu. Comment je l'ai perçu et pourquoi j'ai fait ça. bés bu nekk ñuy gën a yokk ci lëndëm bi jàkkaarloo xale bii di jaabante ci sa xaas xale baa ngi jàkkaarloo ñu waaye gisul dara léeg-léeg ñu yaakaar ne mu ngi ñuy gis léeg-léeg ñu yaakaar ne day woote wàllu kii dafa mel ni ku réer ci roq bii mu nekk kii pirate bu moy la tukkikat bu réer la sànku na kenn xamul ñaata at la fi def moom sax xamu ko xëy na def na fi ay ati at ku nekk tubaab bi xiif na waaye kenn may ko mu lekk xale bi lekkul naanul mu ngi dee ak xiif ku nekk tubaab bi xamul guddi xamul bëccëg du wax comme ñun du nelaw comme ñun du liggéey comme ñun du lekk comme ñun si gàttal du wax du nelaw du liggéey te du lekk kii xam nañ li mu bëgg xam nañ li mu bëgg te ñu ngi seetlu lépp lu muy def bés dina ñëw machine lay doon te xam nañ ne saa yu machine bi yàqoo xelam ak xalaatam yëpp fii lay ñëw si ñun ci sën bi
ça va mieux. Non. J'ai des angoisses. Cool. Bah non, c'est pas cool. Eh ouais, chérie, chérie Coco, Voilà. Ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée de la manière dont, dont Murgia travaille et des questions que ce type de spectacle peut amener à poser. Là, comme vous l'avez vu, pratiquement, on pourrait s'imaginer qu'il s'agit de cinéma. Hein. C'est construit comme un storyboard. Il y a la présence des écrans qui est très importante. Et vous avez vu toute la sémiologie de l'écran, toute la manière dont l'écran pose des questions qui sont tout à fait nouvelles. Je vous donne un seul exemple, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de pousser l'analyse, mais l'écran interagit avec le personnage quand elle se met à tousser. Donc l'écran devient une espèce de métaphore du personnage. L'écran sert à structurer la cohérence du projet parce qu'à un moment, on voit apparaître en écran de fond une image de fond qui est celle du personnage qui veut devenir transhumaniste, pendant que la jeune femme sur la décharge s'exprime. Et puis on voit aussi le visage, en gros plan, le visage de l'actrice qui est en train de s'exprimer à l'avant-plan. Donc l'écran a déjà trois fonctions là, qui nous indiquent à quel point il est difficile non seulement de savoir quelles sont les unités du spectacle, comment la signification se produit, parce que on voit très bien qu'il y a ici une manière de transformer complètement la mise en scène, qui modifie absolument aussi le jeu de l'acteur, parce que le fait de savoir qu'il y a son visage en gros plan et son corps qui apparaissent simultanément peut complètement modifier le jeu de l'acteur, mais surtout les processus de sélection du spectateur. À quoi va-t-on être attentif? C'est une nouvelle forme d'écriture qu'on appelle l'écriture de plateau, qui est une écriture justement où il n'y a plus de texte préalable, et où tout se passe en scène et à partir d'un certain nombre de suggestions. Ce qui veut dire que l'écriture, la notion d'auteur a complètement évolué. L'auteur, ici, pratiquement, c'est l'acteur ou le spectateur qui va renouer les fils. On a affaire à une écriture qui est véritablement une écriture scénique. Le metteur en scène devient véritablement pédagogue lui-même, parce qu'il y a véritablement un projet pédagogique derrière cette création. Le comédien ne s'inscrit plus dans un travail de simulation ou d'illusion, où la fiction serait un élément important, mais plutôt de stimulation. On est presque face à des stimuli qui rappellent la vidéo ou d'autres, en fait une espèce d'effervescence de signes où il nous est demandé de choisir. Et le comédien, le spectateur, ne vont plus être amenés à faire un travail d'escorte, mais véritablement un travail de co-construction. On parle beaucoup de médiaturgie, non plus de dramaturgie, mais de médiaturgie, un processus de rencontre entre pratiquement tous les arts, qui fait que finalement la fonction de la sémiologie doit s'adapter, évolue. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un savoir expert en matière de spectacle vivant? On peut effectivement essayer de rechercher des invariants. C'est toute la difficulté du chercheur dont je vous parlais tout à l'heure.
ben voilà, Voltaire nous facilitait la tâche, il nous laissait des croquis, par exemple, des didascalies pour Sémiramis. Il n'y a qu'à retrouver les sources documentaires, les manuscrits, éventuellement les textes des souffleurs, etc. Et on aura un certain nombre d'indications documentaires. Ça peut être intéressant, c'est un plus, mais il y a en danse des systèmes de notation, je vous le montre pour mémoire. Hein. Le système de notation le plus connu, c'est le système Benesch. Bon, en danse, le problème est encore plus important parce que le caractère éphémère, évidemment, est marqué, et le patrimoine, pour sauver le patrimoine, on a essayé de mettre au point toute une série de systèmes de notation, à la fois du temps. Il y a la photo. Mais la photo, elle est peu significative. Toutes les photos de danse se présentent comme ceci, c'est-à-dire que la signification, c'est le mouvement. La robe vaporeuse, les cheveux au vent et la verticalité du mouvement. Alors ce qui peut varier, c'est la position des pieds. Mais là encore, ça ne nous dit rien. Par contre, cette photo-ci, dans le cas d'une mise en scène qui est pratiquement d'une mise en scène à 2 dimensions, quand même les pratiquer la Vaudan, là ça peut être beaucoup plus significatif. Parce que ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a des pleins et des vides, des blancs et des noirs, il y a un personnage au milieu, il y a une symétrie, il y a une focalisation par le regard, les deux personnages qui se tournent et qui regardent le personnage central, il y a la lumière qui renforce la focalisation au milieu, il y a une opposition entre un costume ample et un costume et un juste au corps. Il y a l'oblique à la fois dans le décor et l'oblique du personnage couché qui renvoie toujours vers le milieu de la scène. Et là, la photo nous permet évidemment de rendre compte du mouvement scénographique. Par contre, chez Robert Lepage, par exemple, qui utilise beaucoup les effets de présence, donc des projections, la photo est parfaitement inutile. Donc, quelque part, nous sommes dans une position où le sémiologue est, s'il veut s'intéresser aux invariants, véritablement le bec dans l'eau. Que noter noter ce qu'on appelle des configurations, des blockings, des ensembles, des unités, noter les étapes de la performance. Voilà, si on se concentre essentiellement sur cette problématique de la performance, sur cette problématique de la notation, du découpage, des invariants, je dirais l'analyse sémiotique est relativement peu intéressante. Donc il faut essayer d'adopter, on peut s'intéresser aussi à l'image pour mémoire, il faut essayer d'adopter une posture plus globalisante qui va s'intéresser à une modélisation plus large ou plus puissante. Donc ce qu'a fait la sémiotique, c'est reprendre toutes les caractéristiques que je vous ai données au début de mon exposé, le caractère éphémère, la présence, etc. Et la corporéité, la co-construction du spectateur, etc. Et la sémiotique s'est intéressée à la manière de modéliser, en quelque sorte, ces caractéristiques. Donc, qu'est-ce qu'un savoir expert en matière de spectacle vivant? Je dirais que la notation ou la description paraît relativement secondaire. D'ailleurs, Schechner avait proposé un moratoire. Schechner, qui est un grand metteur en scène qui fait de la recherche aussi, il avait dit ben, arrêtons, n'en faisons plus. On arrête la recherche en 2006. En fait, le problème qui se pose, c'est le problème de l'extériorité du chercheur. Comme je vous le disais, à partir du moment où on se dit, voilà, la photographie c'est un langage, la vidéo c'est un langage, on doit toujours passer par des relais qui vont déformer l'objet.
finalement, le seul objet fiable, c'est sa propre interprétation. Et donc de faire un travail qui est un travail, j'allais dire, de cure, au sens psychanalytique, mettre en sens, de manière critique, sa propre subjectivité. Apprendre à connaître tous les présupposés, tous les invariants tacites de sa propre perception. À partir du moment où on les connaît, on peut s'en purger. Et là, on peut arriver à une forme d'objectivité. Ce que les anthropologues appellent l'observation participante, ce que les sociologues appellent la description ethnocénologique, etc. Donc, une des propositions, c'est celle-là. L'objet spectacle existe-t-il? Il existe dans la relation que je construis avec lui, et qui est une relation qui, à partir du moment où elle est consciente, peut atteindre une forme d'objectivité. Donc, une approche plus interactionnelle qui peut s'intéresser, par exemple, au dynamisme de la signification. Il y a des modèles qui existent, je vous en parlerai très brièvement, ou je vais les montrer simplement parce que le temps passe, ou modéliser les traits pertinents de l'énonciation, voilà, les vecteurs, essayer de savoir, dans le continuum d'un spectacle, quels sont les moments que l'on peut saisir et comment ces moments se construisent dans le temps. Des vecteurs accumulateurs, connecteurs, sécateurs, embrayeurs, etc. Une autre manière, et là je vais insister un peu plus parce que ce sera une manière peut-être d'aller déjà vers la fin, puisque le temps passe vite, c'est la modélisation du cadre. Je vous le disais, il existe des formes de spectacle, de performance, qui sont précisément liées au cadre, et c'est ce cadre qu'il faut essayer de comprendre. Quand quelqu'un comme Angelica Lidl, performeuse, qui a beaucoup de succès à Avignon, se présente à Avignon, il reste 2 heures en scène, à boire du whisky et à se scarifier, et que toute la critique dit c'est génial, c'est parce que ça se passe à Avignon, et que je sais que je suis dans un festival, et que je connais aussi le passé de cette femme qui a été violée dans son enfance et qui a un sérieux problème avec sa famille, et qui, pendant qu'elle se scarifie, injurie son père ou sa mère. Au lieu d'appeler une ambulance, je dis que c'est magnifique, parce que je suis à Avignon. Donc il y a le problème du cadre qui fait que mon déni d'intervention par rapport à la performance est lié à l'identité du spectacle. Quelque part, j'ai franchi un seuil, je me suis dépouillé de mon identité, je suis entré dans un univers qui n'est pas l'univers de la réalité. Quand je suis au cirque, par exemple, il y a toujours une hésitation entre le spectacle et la réalité. J'y vais parce que quelque part, je me dis, l'acrobate va tomber, ou le dompteur va se faire mordre. C'est-à-dire qu'on va revenir vers la réalité. C'est la fonction de l'entracte au théâtre. L'entracte, c'est la réalité suspensive. N'oubliez pas que la révolution belge, les vêpres siciliennes, beaucoup de révolutions politiques ont eu lieu au moment de l'entracte. C'est-à-dire au moment où l'activité spectaculaire, le seuil spectaculaire, quelque part, se fragilise et qu'il y a un retour à la réalité. Alors, cette question donc du cadre, qui fait que je suis au théâtre, et que tous les rituels vont me rappeler que je suis au théâtre, que les seuils sont des seuils spectaculaires, c'est ce qui fait l'essence du spectacle vivant, et c'est là que la sémiotique a un travail à faire. Alors, ici, je vous donne un exemple, c'est une scène de théâtre, c'est le Grand Palais. Le Grand Palais. Il y a un grand metteur en scène, vous allez le reconnaître tout de suite, voilà sa troupe, et le grand metteur en scène, il est là. C'est en fait un spectacle, c'est un défilé de haute couture qui se fait sur le mode d'une protestation syndicale. Et ça se fait dans le Grand Palais, où on a reconstitué
en fait, pratiquement, un décor de théâtre avec un public qui est massé des deux côtés. On est dans l'ambiguïté la plus totale. Il est assez peu fréquent de voir des syndicalistes en tailleur Chanel, et pourtant, les slogans sont des slogans qui rappellent quelque part des slogans politiques, hein, sauf qu'ils sont évidemment caricaturaux. Ladies first, divorce pour tous, 100 femmes plus d'hommes, votez pour vous, be different, hein. Donc ça c'est comme le Canada Dry, ça a l'odeur d'un slogan politique, ça a le goût d'un slogan politique, mais ce n'est pas un slogan politique. Donc il y a cette mise en seuil, c'est un élément qui est vraiment déterminant et qui comprend 4 étapes. Le premier, c'est que du fait que je suis face à ce défilé de mode dans un grand palais, il y a des présupposés, hein, je vais vivre un événement. Il y a un contrat qui ici est un contrat implicite, qui est la surmodalisation du comme si. C'est comme si c'était un spectacle de théâtre, c'est comme si c'était un défilé de syndicalistes, c'est comme si c'était un défilé de mode. On est dans une stratégie du faire semblant. Les rôles sont totalement définis. Je ne vais pas intervenir dans le défilé, je suis un observateur, les rôles respectifs sont définis. Et puis il y a aussi un certain nombre de savoirs qui supposent que je sache comment un défilé de mode se produit, que je connaisse l'histoire, quels sont les codes, quelle est l'histoire d'un défilé de mode, etc. Et donc, il y a là 4 thèmes que je peux modéliser et qui peuvent faire l'objet d'une analyse sémiotique. Voilà un exemple. Hein. Voilà, je vous parlais d'Angelica Lidl, la performeuse qui se scarifie à Avignon. Vous la voyez là avec ses instruments, hein, sa lame gilette, ses bouteilles d'alcool. Voilà. Alors, un gros travail qui s'est fait aussi, c'est la modélisation du corps. Je ne vais pas vous en parler maintenant. On n'aura pas le temps, mais c'est un travail qui a été fait dans le temps, à la fois par les savoirs incorporés, donc par les praticiens eux-mêmes, et puis par les savoirs graphiques, entre autres par les neurosciences, par la sémiotique. C'est un des objets de la sémiotique aujourd'hui. Hein, c'est justement cette question de la modélisation de la corporéité. Et juste, alors, pour terminer, vous dire un mot des neurones miroirs, parce que c'est très à la mode, un peu trop à la mode. Ça a fait du tort à la discipline, mais les neurosciences nous ont dit qu'un singe qui regarde une banane active les mêmes zones neuronales que le singe qui mange la banane. Alors ça, c'est très important. Dans une modélisation du corps, ça veut dire que l'acteur active les mêmes zones neuronales que le spectateur. Dans votre fauteuil, vous dansez en même temps que la danseuse, au niveau des zones neuronales. La cartographie du cerveau le montre. Alors, à partir de ça, il y a des théories qui ont été établies, une théorie de la cognition incarnée, qui montre en réalité comment le corps, toutes nos sensations corporelles jouent un rôle dans la cognition. Cognition, émotion, tout ça c'est la même chose. Et c'est déterminé par le corps. Alors ça c'est un élément évident dans la modélisation par les neurosciences qui est extrêmement intéressante. Hein. Voilà le petit singe dont je vous parlais et qui a fait l'objet des études de Rizzolatti. Livre de Rizzolatti préfacé par Peter Brook d'ailleurs, qui commence sa préface en disant « Il était temps que les neurosciences redécouvrent ce que les hommes de théâtre savaient depuis à peu près 15 siècles. » À savoir la théorie du rejeu. Voilà, alors tout ça ce sont évidemment des pistes de réflexion qui nous indiquent qu'il y a une véritable voie pour la sémiotique du spectacle vivant, qui serait une sémiotique qui s'intéresse à l'expérience
au dialogue, à l'interaction, et non pas, je dirais, à l'approche idéaliste ou à l'approche réaliste, qui considère évidemment, comme le disait Peirce, que l'action physique est peut-être une contrainte du sens, et que donc, quelque part, si la sémiotique a encore de beaux jours, c'est dans sa relation avec d'autres disciplines, comme discipline d'interface, une sémiotique interstitielle en relation avec les neurosciences, l'anthropologie, la sociologie, et pourquoi pas peut-être la philosophie. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Je remercie beaucoup André Helbaud pour nous avoir introduit de manière aussi simple. Avec lui, la sémiotique a l'air relativement simple. Mais elle est simple. Et de l'avoir appliqué justement à la question du spectacle vivant. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Merci pour votre exposé, monsieur le professeur. Très intéressant. Ma question, c'est plutôt au sujet des images subliminales. Est-ce que, par exemple, dans la publicité, entre autres, je pense aussi à la publicité de Martini, où on a intégré une image à fantôme, paraît-il, qu'on m'avait apporté. Alors, ma question, c'est est-ce que ça pourrait être considéré comme un signe d'un signe? C'est peut-être une question naïve, mais... Oui, non, pas du tout. Merci. Donc, la question de l'image subliminale, c'est une question qui a intéressé beaucoup la psychologie, finalement. Donc, c'est le défilement d'une image à une vitesse qui échappe à la conscience rétinienne, en fait. Et donc, l'image, elle est bien projetée. On la reçoit, mais on n'en est pas conscient. Mitterrand, lors des élections, avait eu un problème parce qu'il y avait eu une image luminale qui avait été projetée à l'époque sur ce qui est aujourd'hui France 2, Antenne 2. Alors, Martini a été parmi les premiers. Il y avait donc les glaçons avec les fameuses lettres SEX. Qui renvoyait donc à la pulsion érotique à laquelle Martini était censé être associé. Donc c'est un procédé qui a été utilisé beaucoup en publicité, parce qu'on sait aujourd'hui aussi que maintenant il y a un champ qui s'appelle le neuromarketing, qui s'intéresse beaucoup à ces questions. On n'est pas tout à fait dans la sémiologie, là, La sémiologie s'intéresse plutôt à des messages conscients. Mais il y a donc tout un champ qui est le neuromarketing et qui étudie un petit peu la manière dont on peut, alors par la publicité subliminale, par l'image subliminale ou par d'autres procédés, arriver à stimuler la production de dopamine. La dopamine qui est l'hormone de la récompense, l'hormone du plaisir. Et on se rend compte que si on peut stimuler l'hormone, mais ça peut être vrai pour un spectacle aussi, bien entendu, si on peut stimuler l'hormone du plaisir, le produit s'achète. Alors, les cas évidemment de publicité subliminale qui correspondent à un moment de l'histoire de la publicité, sont très nombreux et ont été beaucoup étudiés, notamment pendant les entr'actes au cinéma, où la vente d'esquimaux augmentait de manière tout à fait inattendue, et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement eu des projections d'images subliminales. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. J'insiste un peu, c'est pour dire qu'est-ce que c'est que dans quelle catégorie est-ce que vous voulez classer alors? Ça n'a rien à voir avec la sémiotique. Ça fait partie évidemment je dirais que c'est plus dans ça se situe plus dans une manipulation psychologique,
même si il y a un effet d'interprétation, bien entendu. Donc, par rapport à le phénomène sémiotique qui est concerné ici, qui est impliqué ici, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que ce que ceci confirme, c'est que en fait, on croit toujours que les signes sont des faits, que les signes existent, que la réalité existe, et en réalité, on est toujours dans des signes de signes, c'est-à-dire dans des phénomènes d'interprétation. Mais c'est le cas de tous les processus interprétatifs. Il y a eu une très belle analyse d'Umberto Eco à ce sujet, qui ne fait pas du tout appel à la publicité subliminale, qui rappelait comment les cyclamates, c'est-à-dire les succédanés de sucre, avaient été lancés, à un moment où l'écologie et l'alimentation saine, le souci du corps étaient très importants. Et tout le travail sémiotique a consisté à associer, à payer des médecins, des scientifiques, des études scientifiques, restons corrects, qui ont mis en évidence l'association entre le sucre, les lipides et l'infarctus. Et donc, par contraste, les cyclamates étaient un produit sain. L'industrie sucrière a financé d'autres études qui ont montré que l'ingestion de cyclamates, notamment chez le rat, à des quantités plus ou moins importantes, était associée au cancer. La mortalité par cancer étant plus redoutable que le risque d'avoir un infarctus ou de ne pas en avoir, le cyclamate est devenu un produit connoté négativement. Donc, un même objet, un même produit peut être connoté positivement et puis connoté négativement en fonction du contexte dans lequel il circule, en fonction des autres objets auxquels on l'associe. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des signes de signes. On est dans des signifiés associés aux signes. Alors, la conclusion d'Eco, c'était de dire, pincez-vous, le sucre n'existe pas. Seul existe un signifié associé une signification associée au sucre. Et c'est un peu ce que je vous disais en parlant de Peirce. On est dans une circulation de signes. Les objets sont remplacés par des signes. L'objet n'existe pas. Nous n'avons que des objets qui deviennent des signes en fonction d'un contexte donné. Voilà. D'autres questions, commentaires? Dans l'exemple de spectacle que vous avez donné, où on met le théâtre, vidéo, mais parfois ça peut être plus de la musique, de la danse, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que l'inflation des signes risque à un moment de nuire à la compréhension de ce qui veut être dit? Ouais. Alors là, on en a pour une heure. D'abord, le rôle de la compréhension au théâtre. Est-ce que le théâtre est de la compréhension? Est-ce que le théâtre est un partage d'émotions? Est-ce que le théâtre... voilà, quelle est la nature de la relation que je peux avoir avec la scène? Quand je vais voir un spectacle no, ou du kabuki, un spectacle japonais, je ne connais absolument pas les codes. Je ne comprends pas la langue. Mais je peux rire ou pleurer. Je peux être ému. Donc, la compréhension... Voilà, il faut déjà se demander, est-ce que la compréhension est l'élément essentiel dans l'interaction que je vais avoir avec un spectacle? Alors, il y a le deuxième aspect de votre question, c'est l'inflation de signes. C'est l'effet qu'on peut avoir dans ce que je vous ai montré. Quand vous voyez tout le spectacle, il y a une vraie construction. C'est un autre mode de construction. C'est construit un peu comme un storyboard, c'est-à-dire qu'il y a une juxtaposition de tableaux. Et que
nous ne sommes pas face à un effet linéaire, on est plus face à un effet tabulaire. Donc des images qui se succèdent. Et moi, spectateur, j'ai sans doute plus de travail. Où j'ai un travail de construction à faire, mais quelque part, le travail du metteur en scène, c'est de m'aider. Et donc il va dispenser toute une série de signaux, de marqueurs d'attention, que je peux suivre ou pas suivre, mais qui vont m'aider à articuler les choses. Donc, la caractéristique du théâtre, c'est toujours de proposer beaucoup de signes. Mais il y a aussi une loi d'économie de signes, c'est-à-dire que cette profusion ne doit pas être gratuite. Le talent, c'est de maîtriser la profusion, de la construire. Alors ici, on a des moyens, évidemment, qui sont l'écran, la vidéo, des cadres LED, des écrans motorisés, c'est-à-dire des moyens qui sont plus proches du cinéma. C'est une caractéristique des spectacles d'aujourd'hui, c'est d'être métissé, hybride. Vous avez des danses où on ne danse pas, la non-danse. Vous avez des spectacles théâtraux où il y a beaucoup d'écrans. Il n'y a pas de jugement de valeur dans cela, c'est juste une autre manière de faire du théâtre. D'autres questions? Est-ce que dans les étages de la sémiotique, il peut y avoir le mythe, la question du mythe? Le mythe, pardon, est un objet parmi d'autres. Oui, pourquoi pas. Maintenant, donc la question de enfin, votre question, c'est est-ce que le mythe peut être un objet sémiotique? Ma réponse, c'est tout peut être objet sémiotique. Donc Umberto Eco disait le sémiologue est un toutologue, c'est-à-dire c'est un spécialiste de tout, ou si vous préférez, de rien. La caractéristique de la sémiologie, c'est son regard sur les choses. Donc, je l'ai défini à partir de méthodologie. Donc oui, le mythe peut être un objet sémiotique. Tout dépend de la manière dont on l'aborde. Si on étudie ses constituants, la signification dont il est porteur, à qui il s'adresse, on est dans une démarche sémiotique. Comme le mythe peut être objet d'études historiques ou anthropologiques ou autres. Oui, j'ai été surprise dans un de vos premiers slides de voir que, et évidemment ça va de soi, mais je n'y avais jamais pensé, que la conférence elle-même fait partie des spectacles vivants. Oui. Et j'ai donc envie de vous demander, tout en sachant que vous êtes dans une position tout à fait particulière, parce qu'en étant celui qui fait le spectacle d'une certaine manière, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la sémiotique de la conférence? La sémiotique de la conférence. Alors c'est une thèse qui a été surtout défendue par Richard Schechner. Donc il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les performance studies, les études de performance, qui ont élargi la notion de spectacle vivant à toute une série de pratiques, dont la conférence, la messe, enfin toutes les pratiques que j'avais évoquées. La conférence, évidemment, elle utilise quelque part le dispositif qui est le dispositif du théâtre. On est dans une position pratiquement de théâtre à l'italienne, frontale, avec un cadre qui est un cadre ritualisé. Il y a une performance qui est produite et reçue.
et une interaction ou une absence d'interaction qui peut se produire. Un cadre aussi qui est extrêmement déterminant. Il y a des amphithéâtres qui ne permettent pas, par exemple, l'interaction. Donc la conférence ou la table ronde, hein, la conférence peut être justiciable des mêmes analyses que n'importe quel spectacle vivant. Il y a un sociologue, enfin il est sociologue, psychologue et un peu sémioticien malgré lui, hein, comme M. Jourdain, qui s'appelle Erving Goffman et qui a beaucoup étudié ces questions. Il y a d'ailleurs un article, il était venu à Bruxelles dans un colloque de l'Association internationale de sémiologie du spectacle. Il avait fait une intervention sur la conférence, en se mettant lui-même en scène, hein, donc ce qui correspond tout à fait au personnage. Goffman est à l'origine d'une sociologie interactionniste, hein, le modèle orchestral, le modèle choral, qui convient évidemment très bien à cette analyse et qui recoupe complètement ce qu'une sémiotique du spectacle vivant peut vous proposer, hein, par rapport à ça. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je remercie encore très vivement André Helbaud pour son bel exposé. Je vous invite en janvier pour venir écouter la dernière des conférences de ce cycle qui sera un peu particulière parce qu'elle interviendra dans ce cycle et dans le cycle sur les animaux et nous. Ce sera une analyse sémiotique du dessin animé du loup, donc de Tex Avery. Et sinon, la prochaine conférence, il nous en reste une jeudi, qui sera aussi dans le cycle Ces animaux et nous, où Jean-Denis Vigne viendra nous parler de la domestication animale. Voilà, je vous remercie. Si je ne vous vois plus d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes.